a stable personality. You need a temperament that neither derives great pleasure from being with the crowd or against the crowd. Because this is not a business where you take polls, it's a business where you think. And Ben Graham would say that you're not right or wrong because 1,000 people agree with you. And you're not right or wrong because 1,000 people disagree with you. You're right because your facts and your reasoning are right. Bonjour à tous, dans cette première vidéo de la série sur la création monétaire, aujourd'hui nous allons nous intéresser aux différentes formes et aux différentes fonctions de la monnaie. Tout d'abord, intéressons-nous aux différentes fonctions. Parmi les fonctions de la monnaie, on retrouve ce qu'on appelle les fonctions économiques traditionnelles, telles que la fonction d'intermédiaire d'échange, de réserve de valeur et enfin d'unité de compte. Commençons par la première qui est la fonction d'intermédiaire d'échange. Que nous dit cette fonction ? Eh bien, elle nous dit que la monnaie nous permet d'acquérir des biens et des services et qu'elle est dotée d'un pouvoir d'achat. C'est une fonction essentielle puisqu'avant l'invention de la monnaie, on utilisait comme méthode courante d'échange le troc. Cependant, les trocs limitent considérablement les possibilités d'échange puisqu'ils nécessitent ce qu'on appelle une double coïncidence des besoins. Par exemple, si je possède une poire et que je désire une pomme, le système de troc implique que je trouve une personne qui, possédant une pomme, désire une poire. On voit très vite à quel point les échanges sont limités et donc la monnaie nous permet justement de s'affranchir de cette contrainte et d'échanger des biens et des services de manière efficace et flexible. Maintenant, concernant la fonction de réserve de valeur, cette fonction nous dit que la monnaie nous permet de transférer du pouvoir d'achat dans le temps. Ce pouvoir d'achat doit pouvoir dépasser l'instant de l'échange monétaire et c'est d'ailleurs une condition fondamentale à l'utilisation, mais également à l'acceptation de la monnaie lors des échanges. C'est uniquement parce qu'elle permet d'acquérir des biens et services dans le futur qu'elle est conservée. Donc de ce fait, des phénomènes tels que l'inflation ou la dégradation du taux de change peuvent altérer sa fonction de réserve de valeur. Et enfin, pour finir, la fonction d'unité de compte, qui nous dit que la monnaie permet de mesurer des biens hétérogènes. Puisqu'effectivement, il est plus commode de mesurer, d'évaluer la valeur d'un bien par rapport à un étalon unique que de calculer les rapports d'échange de ce bien par rapport à tous les autres biens. En clair, c'est plus intéressant de s'intéresser au prix absolu qu'au prix relatif. Le prix absolu, c'est la valeur du bien en termes de monnaie. Par exemple, une pomme coûte 2 €. Le prix relatif, lui, il compare la valeur d'un bien par rapport à un autre. Par exemple, si une pomme coûte 2 € et qu'une orange coûte 4 €, eh bien on dira que le prix relatif d'une pomme par rapport à une orange est de 1,5, puisque une pomme vaut la moitié d'une orange. Donc voilà ce qui concerne les fonctions économiques et traditionnelles. J'aimerais néanmoins ajouter une fonction à la monnaie qui est une fonction d'instrument de crédit. C'est une fonction qui est apparue avec la dématérialisation continue des supports monétaires. Cette dématérialisation, elle s'explique par l'évolution technologique qui permet de remplacer les formes physiques de la monnaie par des formes numériques pour justement faciliter les transactions telles que par exemple les cartes de crédit, mais encore les chèques papier qui ont été remplacés par les virements bancaires. D'ailleurs, ces supports numériques ne sont pas si anciens que ça. Par exemple, pour l'histoire, la première carte bancaire a été inventée en 1950 par l'entreprise Diners Club en Amérique. C'était une carte qui fonctionnait principalement avec une signature pour valider des transactions. Et c'est en 1974 que le créateur Roland Moreno, français, a inventé la première carte de paiement à puce qui a révolutionné les transactions sécurisées puisque grâce à cette petite puce, eh bien, c'était largement plus sécurisé et il y avait également plus de fonctionnalités. D'ailleurs, cette carte créée par Roland Moreno, contrairement à l'invention des Américains, eh bien, elle fonctionnait par le biais d'un code confidentiel comme on l'a de nos jours. Donc voilà pour la petite
aparté. Maintenant qu'on a vu les 3 fonctions économiques, voire 4 traditionnelles, on va s'intéresser à une fonction aussi importante de la monnaie, celle de la cohésion sociale. Cette fonction, elle nous dit que la monnaie, eh bien, ce n'est pas seulement un outil économique, mais un lien social. Puisqu'en respectant sa fonction de réserve de valeur, la monnaie établit un lien permanent entre passé, présent et futur. Et c'est parce qu'elle établit ce lien-là que les individus lui confèrent leur confiance et lui donnent un statut d'actif patrimonial, ce qui conforte bien entendu son statut conventionnel. Donc, au-delà de sa dimension économique, la monnaie est, comme l'a écrit Michel Aglietta, un fait social total. Donc, la préservation de la stabilité du pouvoir d'achat de la monnaie constitue un enjeu pour la préservation de la cohésion sociale et de la paix civile. D'ailleurs, Lénine a dit une phrase concernant ce sujet, je cite, « Le moyen le plus sûr de renverser un ordre social existant consiste à corrompre la monnaie. » Passons maintenant aux formes de la monnaie. Parmi les différentes formes, on a d'abord la monnaie métallique, qui correspond à la première forme prise par la monnaie, dont le support était un métal précieux, tel que l'or, ou un métal vil, tel que le cuivre ou le bronze. Ensuite, on a la monnaie dite fiduciaire, qui correspond aux billets émises par la Banque de France sous le contrôle de la Banque centrale européenne. D'ailleurs, l'étymologie du mot fiduciaire provient du latin fide, signifiant confiance, puisqu'elle permettait de convertir la monnaie en papier en or, gagnant ainsi la confiance de ses utilisateurs pour les échanges monétaires. Mais on a encore ce qu'on appelle la monnaie scripturale, qui correspond aux chiffres inscrits sur vos comptes en banque. C'est une monnaie procédant par un jeu d'écriture. D'ailleurs, pour l'histoire, le terme latin scriber signifie écrire, et cette monnaie-là, elle représente aujourd'hui 90% de la masse monétaire, et bien sûr, elle répond au processus de dématérialisation de la monnaie. Pour finir, nous avons la monnaie électronique, qui correspond à l'argent stocké sous forme numérique, souvent sur des cartes prépayées ou des portefeuilles électroniques. Je vous ai mis certains exemples, tels que Apple Pay, PayPal, ou alors même une carte cadeau sur Amazon, par exemple. Donc voilà ce qui concerne les fonctions et les formes de la monnaie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans une prochaine vidéo, nous nous intéresserons à savoir qui crée l'argent et comment.